Un cow-boy solitaire a recueilli une jeune fille de 18 ans qui avait été laissée attachée à une clôture par son père ivre. Le soleil du matin commençait à peine à se lever sur la ligne déchiquetée des collines du Wyoming lorsque le cri traversa la brume. C'était tranchant, brut, humain. Jake Callahan s'arrêta à mi-chemin, une botte dans l'étrier, l'autre sur le sol poussiéreux de sa grange. Pendant un instant, il crut l'avoir imaginé. Puis il revint, plus près, étranglé cette fois, comme le bruit d'un animal qui souffre. Il laissa tomber la sacoche, attrapa sa Winchester sur le mur de la grange et se dirigea vers la clôture. L'air était frais avec des gelées précoces. Les chevaux levèrent sur la tête du pâturage, mais ne paniquèrent pas. Ils ne sentaient ni le loup ni le couguar. Les bottes de Jake craquaient sur la terre dure alors qu'il quittait la grange et vit. Elle était attachée à sa clôture. Elle était affalée contre les rails en bois comme du linge jeté. La corde lui avait profondément mordu les poignets. Ses chevilles se tordaient sous elle. Ses cheveux noirs lui collaient aux joues à cause du givre. Un châle déchiré flottait librement sur ses épaules. Ses lèvres étaient craquelées. Son visage, à peine plus grand que celui d'un enfant, était pâle de froid et de peur. Jake s'approcha lentement, le fusil en bandoulière, les mains levées, puis elle remua. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, sauvages et pleins de combat. « Ne me touche pas !» cria-t-elle. Jake s'arrêta. Sa voix était basse, calme. « Je ne le ferai pas, je le jure. » Sa poitrine se soulevait. Sa respiration était saccadée. Il vit tout maintenant. Des bleus sur ses bras, anciens et nouveaux. Sa robe était déchirée à l'épaule. Du sang avait taché l'ourlet. Il n'y avait pas eu d'accident ici. Quelqu'un avait fait ça. Quelqu'un avait voulu la laisser mourir. Jake bougea à nouveau, lentement et prudemment. Il sortit un petit couteau de sa ceinture et s'accroupit. « Je suis Jake Callahan, j'habite ici, je ne vais pas te faire de mal. » Elle le fixa du regard avec des yeux de renard acculé. Pourtant, elle ne bougea pas lorsqu'il coupa la corde de ses poignets. Elle ne parla pas quand il s'approcha de ses chevilles. Elle le regardait comme si elle attendait la douleur, mais elle ne vint jamais. Alors que le dernier cordon tombait, ses genoux fléchirent. Jake l'attrapa. Pas complètement, juste assez pour la faire descendre sur le sol recouvert de paille près de la grange. Il ne la souleva pas. Il ne la porta pas à l'intérieur. Au lieu de cela, il déboutonna la flanelle usée de son dos, la plia et la glissa sous sa tête. Puis, il retira de son cou le médaillon en argent, simple et ancien, gravé du mot « mère », et le plaça dans le creux de sa paume froide. Un geste non pas de pitié, mais de mémoire. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Un murmure s'échappa. « Mon père, il m'a laissé ici. J'ai dit que j'avais fini. » Comme du bétail. La mâchoire de Jake se serra. Il regarda au-delà d'elle vers la route. Pas de traces, pas de wagon en vue, seulement le silence. Il expira lentement puis hocha la tête. « Tu n'es pas du bétail, » dit-il. « Pas tant que je respire. » Puis, il se leva et marcha jusqu'à la grange, revenant avec une couverture et une gourde. Elle but, les mains tremblantes, le regard toujours fixé sur lui comme si elle n'avait pas décidé s'il était réel. Il ne lui demanda pas son nom, pas encore. Elle s'agenouilla à nouveau, enroula la couverture autour de ses épaules et dit doucement « Tu vas te reposer ici pour l'instant. Ensuite, nous verrons le reste. » Elle cligna des yeux, une larme glissant sur la terre de sa joue. Jake se leva, recula et s'appuya contre le poteau de clôture. Au-dessus d'eux, la brume commença à s'élever, et quelque part entre les cordes brisées et la fille brisée, le monde changea pour eux deux. Jake la transporta dans la cabine avec autant de précaution que si elle était en verre. Il ne dit rien, l'enveloppa simplement plus étroitement dans la couverture en laine et poussa la porte pour la fermer avec sa botte. La cabine était petite, une pièce, un poêle et un lit simple, niché dans le coin sous la fenêtre. Les murs en bois étaient rugueux, mais propres.
Un feu couvait dans l'âtre, projetant de longues ombres sur le sol. Il la déposa doucement dans le fauteuil à bascule, à côté du poêle, puis traversa la cuisine et commença à bouger sans un mot, allumant une allumette, alimentant du petit bois, mettant la bouilloire en marche pour quel bout. Il ajouta des os à moelle et des carottes hachées dans la vieille marmite en fonte, suivant la routine tranquille d'un homme qui n'avait cuisiné que pour lui-même pendant des années. Emma ne dit rien. Elle regardait. Ses doigts s'enroulèrent dans la laine. Toujours tremblants, ses yeux parcoururent la pièce, la fenêtre, la porte, le fusil sur la cheminée. Son corps était rigide, comme un animal prêt à fuir. Et pourtant, il y avait autre chose dans ses yeux, pas de confiance, pas encore, mais de la faim, pas seulement pour la nourriture, mais pour la sécurité, pour la preuve. Jake travaillait sans regarder en arrière. Il versa de l'eau, remua la casserole, coupa une miche de pain qui restait de la veille. L'odeur du bouillon et des oignons commença à remplir la pièce, se mêlant à la fumée de bois, à la poussière et à la sueur froide. Après un moment, il s'agenouilla à nouveau à côté d'elle et lui offrit une tasse d'eau. Elle la prit à 2 mains, but avec précaution, les lèvres encore gercées. Il se retourna vers le poêle. Quand la soupe fut prête, il la versa dans un bol en fer blanc, coupa le pain en 2 et posa le tout sur la table. Puis, aussi doucement qu'il le pouvait, il lui apporta le bol et s'accroupit à nouveau près de la chaise. Il tendit la cuillère. Emma la prit, mais au lieu de manger, elle renifla longuement, prudemment, comme un chien qui vérifie s'il y a du poison. Jake la vit. Il ne dit pas un mot, resta simplement immobile et silencieux, puis marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos maintenant. Derrière lui, il entendit le bruit de la cuillère qui tapait contre le bol. Une pause, une déglutition, puis une autre, puis le grincement du pain sur la céramique. Quand il se retourna finalement, le bol était à moitié vide. Ses mains tremblaient encore, mais ses yeux ne vagabondaient plus. Il s'agenouilla à nouveau, plus lentement cette fois, plus délibérément. Sa voix était rauque, mais stable. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Il croisa son regard. Je n'ai pas cligné des yeux, puis il tendit la main vers quelque chose derrière le poêle. Un vieux livre mince, sa couverture en cuir usée jusqu'au dos. Il l'ouvrit, tourna la page jusqu'à une page au milieu et en sortit quelque chose. Une fleur pressée à plat, sèche. Il la posa sur la table, une petite tige d'astère violet. « Ma mère m'a donné ça, » dit-il, « le dernier jour où je l'ai vue avant que mon père ne m'emmène. » Les sourcils d'Emma se froncèrent. Jake hocha lentement la tête. « Elle l'a caché dans la poche de mon manteau. Il m'a dit que lorsque le monde me semblait trop cruel, je devais le regarder, me rappeler que même les choses laides deviennent parfois belles. » Il fixa la fleur pendant un long moment, puis croisa à nouveau son regard. « Il ne me reste plus grand-chose, pas de famille, pas de femme, pas de fils, juste cette terre et cette maison. Mais quand je t'ai vu sur cette clôture, je me suis souvenu de la fleur. » Emma cligna des yeux et quelque chose dans son expression se brisa. Pas cassé, pas encore, mais en train de s'adoucir. Jake se pencha en arrière. « Tu ne me dois rien, » dit-il. « Pas de remerciement, pas de confiance, juste du repos. Tu auras le temps de décider de la suite. » Elle baissa les yeux vers le bol, puis vers la fleur. Sa voix n'était qu'un murmure. « C'est toujours aussi beau ?» Il hocha la tête. « Premier concert ici. » Le 3e matin, la ville de Larks avait déjà rendu son verdict. Jake Callahan, le cow-boy solitaire qui ne parlait à personne, avait recueilli la fille d'Earl Turner. Pas par pitié, disait-il, pas par décence, mais pour des raisons pour lesquelles aucun homme ne parlerait à voix haute devant sa fille. « As-tu entendu? La fille de Turner, celle qu'il a laissée attachée comme un cochon sur une clôture, Callahan la garde comme un renardeau blessé. Elle est source d'ennui. Ce genre de choses est toujours le cas. Lâche, tout comme sa mère. » Les murmures provenaient du saloon,
du magasin général, des marches de l'église. Les ragots dans une petite ville ne marchaient pas, ils galopaient, Jake le savait, et Emma aussi. Elle l'entendait dans le silence, lorsqu'il passait devant les fenêtres, le sentait dans les escaliers, qui lui enfonçaient dans le dos comme des aiguilles. Elle n'était pas sortie depuis que Jake l'avait abattue, mais elle pouvait sentir le poids de leur jugement à travers les murs de la cabine. Ce matin-là, elle se tenait près de la porte, vêtue d'une des vieilles chemises de Jake, nouée à la taille avec de la ficelle. Elle s'est brossé les cheveux, a nettoyé ses bottes. Son menton était haut, mais ses mains se tordaient nerveusement à ses côtés. « Je veux venir avec toi aujourd'hui, » dit-elle. Jake leva les yeux de la selle qu'il réparait. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête. « J'en ai marre de me cacher. » Il ne dit rien. Elle attrapa juste le chapeau de rechange accroché au mur, à large bord et à bande souple, et le posa doucement sur sa tête. Ils chevauchèrent ensemble jusqu'à la ville, côte à côte, mais le silence autour d'eux s'épaississait à chaque battement de sabot. Les devantures des magasins se vidaient, le forgeron s'arrêta au milieu de son mouvement. Un enfant avait été retiré de l'auge par une mère trop vite, trop durement. Au magasin général, Jake descendit de cheval et attacha les rênes. Emma le suivait de près, sa tête s'abaissa juste assez pour voir les escaliers, mais sans les atteindre. Elle était à mi-hauteur des marches en bois quand cela arriva. Une voix aiguë brisa le silence. « Eh bien, je serai damnée. » Une vieille femme en noir, Madame Ellery, la veuve à la langue plus acérée que sa canne, s'avança sur leur chemin, le visage tordu comme un fruit amer. « Tu amènes tes saletés en ville maintenant, n'est-ce pas ?» Jake s'avança, bloquant légèrement Emma avec son épaule. « Nous ne cherchons pas les ennuis. »« Trop tard, » siffla Madame Ellery. Cette fille devrait pourrir dans une cellule de prison et non jouer à la maison avec un homme seul dans sa culpabilité. Emma ne parlait pas, ne bougeait pas. Puis vint le coup final. Madame Ellery se pencha, ramassa un nuage de terre sèche sur la route et le lança. Il frappa la botte d'Emma. « Catouille !» cracha la femme, le venin enroulant les mots. « Sors d'ici !» Jake ne cria pas. « Je n'ai pas dessiné !» Il s'approcha simplement, posa doucement une main sur l'épaule d'Emma, la retourna et la ramena en bas des marches. Les têtes se tournèrent, les murmures s'élevèrent, mais Jake ne broncha pas. Ils quittèrent la ville en silence. De retour à la cabane, Jake se rendit directement à la grange sans un mot. Emma entra, ferma la porte et se tint dans la faible lumière de la pièce principale. Le feu était froid, le sol craquait sous son poids. Elle se dirigea vers la table d'appoint, ouvrit le tiroir et en sortit un petit miroir fissuré, à peine de la taille de sa paume. Il avait appartenu à la mère de Jake, il y a longtemps, et n'avait pas été utilisé. Elle le porta à son visage. Pour la première fois depuis des jours, elle se voyait clairement. Les bleus jaunissaient maintenant, la coupure sur sa lèvre guérissait. Ses cheveux, bien que propres, portaient encore la sauvagerie de la survie. Ses yeux, bruns, grands et fatigués, la fixaient comme quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Les larmes coulèrent rapidement, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la prise de conscience brutale qu'elle ne savait plus qui elle était ou si la file dans le miroir valait la peine de se battre pour elle. Le miroir lui glissa des mains et heurta le sol, intact, mais face contre terre. Elle se laissa tomber à côté, les genoux contre sa poitrine, et laissa couler ses larmes sans honte. Dehors, le vent soufflait doucement dans le blé. À l'intérieur, une fille pleurait à côté d'un reflet qu'elle ne pouvait plus reconnaître. Mais derrière elle, sur la table, se trouvait toujours la fleur d'astère pressée que Jake lui avait offerte la nuit précédente. Immobile, intacte, en attente. Le ciel était devenu d'un gris acier terne en fin d'après-midi. Le genre de couleur qui fait qu'un homme regarde l'horizon sans savoir pourquoi.
Jake venait juste de terminer de réparer la dernière section de la clôture en rail fendu lorsqu'il l'entendit. Battement de sabots, pas un trot décontracté, pas la visite d'un voisin. Non, c'était dur, délibéré et non sollicité. Il n'a pas bougé de son poste. Il n'a pas attrapé son fusil. Il a attendu. Les 3 cavaliers apparurent, franchissant la colline qui bordait son terrain. Le cheval de tête soulevait la poussière et le mépris. L'homme devant roulait négligemment, la pluie tombant à flot, une bouteille de quelque chose de sombre coulant dans une main. Son chapeau était de travers, sa barbe négligée et ses bottes, autrefois cirées, étaient maintenant éraflées comme sa fierté. Jake le reconnut instantanément. Earl Turner, le père d'Emma. Les 2 hommes, derrière lui, étaient assentés des inconnus, des hommes de main à leur apparence, l'un avec une cicatrice déchiquetée sur la joue, l'autre avec un œil paresseux et des articulations qui semblaient n'avoir jamais guéri après trop de combats. Jake s'essuya les mains sur un chiffon et s'avança, calme, silencieux. Earl le repéra et leva la bouteille, le saluant comme s'ils étaient de vieux amis. « Jake Callahan », dit-il d'une voix pâteuse, « le héros des avions. J'ai entendu dire que tu jouais la nourrice pour mon petit chat sauvage. » Jake ne cligna pas des yeux. « Que veux-tu, Earl ?» Les 2 autres cavaliers se dispersèrent légèrement, formant un arc paresseux qui n'était pas vraiment hostile, mais qui n'était certainement pas amical. Earl descendit maladroitement, tituba d'un pas, puis se stabilisa. « Elle est à moi, » dit-il. « Sang ne disparaît pas simplement parce que tu le dis. Jake n'a pas bougé. Elle a cessé d'être à toi à la minute où tu l'as laissée mourir. » Le rire d'Earl était laid comme des pierres dans un seau. « Elle ne vaut pas ce qu'elle m'a coûté. Jeu d'argent, dette, nourriture, honte. Cette fille est un poids autour de mon cou depuis le jour de sa naissance. » La mâchoire de Jake se serra, mais sa voix resta égale. « Je n'ai pas l'habitude de ressusciter ce qu'un autre homme a jeté. Tu crois que je suis venu pour des retrouvailles? » Earl a craqué. « Je suis venu pour une conclusion. Elle est une tache sur mon nom. Le fait que vous la gardiez comme un chien errant fait parler les gens. Je ne veux pas qu'elle revienne. Je veux qu'elle parte. » Il fit un pas en avant. Jake n'a pas bougé, n'a pas crié, n'a pas menacé. Il a simplement dit très doucement « Je ne nourris pas les bouches qui mordent, et je ne laisse pas les lâches revendiquer les gens comme des biens. » Le visage d'Earl s'éclaira, sa main se dirigeant vers son manteau. « Elle est à moi, » siffla-t-il. « Je l'ai engendrée, je l'ai élevée, et si je veux mettre fin à son histoire, c'est entre moi et Dieu. Elle n'est pas à toi, » répondit Jake toujours calme, mais chaque mot plus lourd que le précédent. « Elle ne t'appartient pas. Elle ne l'a jamais fait. » Le vent s'est levé, faisant bruisser les branches du vieux chêne qui bordait le porche. Jake tourna légèrement la tête dans sa direction, puis de nouveau vers Earl. « Si tu penses que tu as encore un droit, » dit-il d'une voix basse et constante. « Alors, vas-y, franchis ce portail, entre, et je t'enterrerai sous ce chêne. » Il n'eut pas besoin d'élever la voix, pas besoin. Le cavalier balafré s'agita sur sa selle, mal à l'aise. Celui aux yeux paresseux cracha dans la poussière, mais ne bougea pas. Earl fixa Jake un long moment, essoufflé, la poitrine bombée comme un homme, cherchant courage à puiser dans un puits vide. Puis son regard se porta sur le porche, le fusil appuyé contre l'encadrement de la porte et la fenêtre ouverte de la cabine, où l'ombre d'Emma était visible derrière le rideau. Jake fit lentement un pas en avant. Earl recula de 2 pas. Il se retourna, trébucha jusqu'à son cheval et grimpa avec plus d'effort que Grace. « Elle ne vaut pas la peine de mourir pour elle, Callahan !» cria-t-il en retirant sa ceinture. Jake ne répondit pas et hocha la tête. Il ne les regarda même pas partir. Il se retourna simplement, marcha jusqu'au porche, ramassa le fusil et le posa délicatement sur ses genoux avant de s'asseoir, sur les marches. À l'intérieur,
Le souffle d'Emma tremblait. Dehors, le bruit des sabots s'estompa, et quelque part entre le silence et la tempête, 3 hommes s'éloignèrent, portant le poids de quelque chose de plus lourd que la défaite, la honte. La pluie tombait par vagues, martelant le toit de la vieille grange comme des poings sur une porte longtemps ignorée. Des éclairs illuminaient le ciel par éclairs, suivis d'un tonnerre qui grondait bas et profond comme l'écho d'un chagrin enfoui. À l'intérieur, Jake et Emma étaient assis près du feu, dos au mur, la grange craquant doucement autour d'eux. Emma serrait le manteau de Jake contre ses épaules. Il sentait la fumée de bois, le cuir et quelque chose de plus ancien. La solitude peut-être, ou une sorte de survie tranquille. Jake alimenta le feu avec un autre morceau de petit bois, puis se renversa en arrière, un bras posé sur son genou. La tempête aurait pu submerger le monde, mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent assis en silence, du genre à savoir ne pas précipiter la vérité. Puis Emma parla, d'une voix faible mais tranchante. J'avais 15 ans la première fois qu'il a essayé de m'échanger. Jake ne regarda pas. Il attendit. Il avait perdu une partie de cartes. Il avait dit que je pouvais régler la dette. L'autre homme, il m'a examiné comme une marchandise aux enchères. Il a dit que je ferais l'affaire pour la saison, mais il a changé d'avis. Il a dit que j'étais trop maigre, une marchandise abîmée. Elle releva ses genoux, les bras serrés autour d'eux. Earl m'a frappé après. Il a dit que je l'avais humilié, que j'étais une malédiction. Il a dit que même la mort ne m'emporterait pas parce que le diable n'avait que faire de ce qu'aucun homme ne désire. Jake a enlevé son chapeau, l'a posé à côté de lui. Il m'a dit que j'étais la cause de la mort de ma mère, la raison pour laquelle la maison était toujours froide, la raison pour laquelle il buvait. Jake ne parlait toujours pas, déboutonna simplement sa chemise et se tourna légèrement vers la lumière du feu. Dans son dos, de vieilles cicatrices brillaient d'une pâleur brutale. Emma retint son souffle. « Qui a fait ça? »« Mon père, » dit Jake doucement. Il croyait que l'obéissance était le prix de l'amour. Moi non. Il sortit un médaillon en argent usé de son gilet. Elle me l'a donné le jour de sa mort. Elle disait que ça ne valait rien, mais que ça pourrait suffire à quelqu'un qui a besoin de s'accrocher. Il le plaça dans la main d'Emma. Elle murmura « Je ne mérite pas d'être sauvée ». Jake croisa son regard. « Tu n'es pas brisé, tu es en vie, tu peux encore choisir ce qui vient après. » Des larmes coulèrent. « Je ne mérite pas ce feu, ce manteau, toi. » Il répondit doucement. « Personne ne n'est méritant. On le devient par ce qu'on donne. Il faut juste être honnête et courageuse. » Le feu brûlait tandis que la tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, quelque chose de plus doux poussait. À l'aube, Jake vit 5 cavaliers surgir de la poussière, vêtus de manteaux rouges, armes prêtes. Le centre montait un cheval noir, Marcus Devlin, un nom que tout le Wyoming connaissait. « Emma, il est temps, » dit Jake calmement. Elle prit sa sacoche, des munitions, le médaillon. Jake verrouilla la maison, les guida vers une vieille grange. Il lui donna sa Winchester. 2 coups à la fois, vise les jambes, puis il disparut. La fusillade éclata, sauvage mais contrôlée. Jake abattit silencieusement les assaillants, luttant corps à corps quand un homme ouvrit la porte d'un coup de pied. Emma, tremblante, tira un coup de feu qui mit fin à la menace. Jake se releva, blessé. Dehors, Devlin descendit de cheval et déclara d'un ton froid « Elle m'appartient », Jake répondit. « On ne vend pas des personnes. » Devlin sourit, puis repartit, promettant de revenir. Emma sortit, le pistolet à la main, la voix faible « Je ne voulais pas le tuer. » Jake posa la main sur son épaule. « Tu ne voulais pas tuer, tu voulais vivre. » La pluie tombait, douce, presque un pardon. Au printemps, les blessures cicatrisaient. Jake reconstruisait la grange, Emma cultivait un jardin, réparait le poulailler, nettoyait. Les voisins, silencieux, venaient avec des outils et des graines, déposant des présents sur le porche. Ensemble,
Il reconstruisait plus qu'une maison, un nouveau départ. Des œufs frais, un pot de confiture, un rouleau de tissu. Les voisins respectaient Emma, car elle avait survécu. Jake parlait peu, mais réparait ses affaires et surtout la chaise gravée de ses initiales. Un soir, Emma demanda « Si je changeais de nom, que penserais-tu » Sans se retourner, Jake répondit « Clair comme de l'eau, je prendrai le tien. » Elle rit. Surprise, personne ne m'a jamais demandé ça. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Jake brûla un vieux contrat de dette où Emma était vendue. Au village, le shérif, le forgeron et d'autres se rassemblèrent. Emma marcha seule vers Jake, sous l'arbre, fière et décidée. Il lui passa une bague en fer à cheval. « Personne ne te donne à moi. Tu es venu seul, je suis fière d'être à tes côtés. » Ils ne s'embrassèrent pas. Les applaudissements discrets et le violon conclurent la cérémonie. Le soir, assis sur la véranda, Emma, dans sa chaise gravée, regarda les lucioles. Jake prit sa main, douce et chaude. « Même dans Madame Callahan ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Même à l'intérieur, Monsieur Callahan. » Les étoiles brillèrent, et le vent emporta les cendres d'une vieille dette, laissant place à un amour né d'un choix, pas d'un sauvetage.